Elle est l'une des rares femmes à avoir participé à la découverte de Lucie en 1974 sur le site d'Adar en Éthiopie. Raymonde Bonnefille raconte de l'intérieur la mise au jour de la plus célèbre australopithèque vieille de 3 milliards 300 millions d'années. 3 millions 300 000 années, pardon, on va peut-être pas aller trop vite. Merci beaucoup d'être avec nous, Raymonde Bonnefille. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Sur les pas de Lucie, expédition en Éthiopie, c'est aux éditions Odile Jacob avec la préface d'Yves Coppens. Alors, vous êtes biologiste, géologue de formation et palynologue, c'est très important dans l'entrevue que l'on va avoir ensemble. Qu'est-ce que la palynologie? Alors la palynologie, c'est l'étude des pollens fossiles et de leur application à l'histoire de la végétation et du climat. Alors la poussière de pollen des fleurs, elle est constituée de millions de grains microscopiques. On les voit à l'image. Hein. Voilà, c'est une enveloppe. Le pollen, c'est la cellule reproductrice mâle des fleurs. Et ils sont enveloppés d'une enveloppe qui est particulièrement résistante, qui est faite de 2 parois. Et c'est cette enveloppe que l'on étudie quand on est palynologue. C'est pas l'intérieur vivant de la cellule. Et donc, cette paroi, elle possède des ornementations, des détails de structure, des ouvertures, quantité d'informations sur la morphologie qui permet d'attribuer un pollen à une plante donnée, un arbre donné ou une famille de plantes. Mais comment on trouve ça? C'est des millions d'années après, peut-être pas des milliards comme je disais tout à l'heure. Non, mais des millions d'années, oui, depuis que les plantes à fleurs existent dans les sédiments fossiles. Alors, dans l'atmosphère, il y a des millions de grains qui se déposent à la surface des lacs, des océans, et on les retrouve enfouis à l'abri de l'oxydation, et donc là, ils se conservent. Alors 1974, donc, cette mise au jour de Lucie, mais il y a eu 3 aventures avant. On va regarder une photo peut-être, la pose du piège à pollen. Vous êtes avec des Éthiopiens, c'est à Nyangatom, hein, voilà, c'est ça? De la tribu des Nyangatom. On vous voit avec ce foulard tout sourire. Alors racontez-nous, c'est quoi une pose de piège à pollen? Oh, alors là, c'est un dispositif un peu primitif dans la recherche. Mais à l'époque, je ne connaissais rien ni de la végétation actuelle de cette région, qui est tout à fait reculée aux confins de l'Éthiopie, du Soudan et du Kenya. Et comme je ne pouvais pas collecter toutes les plantes, faire la détermination, j'ai eu l'idée de collecter les pollens actuels en mettant une petite boîte de pétri avec un peu de glycérine, et les pollens de l'atmosphère étaient dans ce liquide. Je pouvais ensuite les étudier pour pouvoir comparer les fossiles que j'extrayais des sédiments à ces pollens frais. Alors, modernes. Quel rapport tout cela avec Lucie et avec notre ancêtre? Alors, le rapport, eh bien, écoutez, j'avais été recrutée dans cette expédition par M. Yves Coppens parce que j'avais déjà développé cette méthode et montré que la palynologie pouvait s'appliquer aux régions tropicales. Parce c'était une discipline bien développée dans les régions tempérées. Et à l'époque, on s'intéressait, vous savez, ces années 60, c'est tout le début des recherches sur l'origine des premiers hominidés, et on se demandait dans quel type de milieu ils vivaient. Donc, c'est pour reconstituer la végétation. Et vous êtes une spécialiste mondialement reconnue, pionnière donc de l'utilisation des pollens pour reconstituer l'histoire des forêts, des paléoclimats en Afrique aussi, et tropicaux pour être précis. Vos recherches ont été capitales. Alors, je le disais, il y a eu 3 grandes expéditions paléontologiques en Éthiopie. Vous racontez la vie quotidienne sur un chantier de prospection. Comment est-ce que vous avez pu aboutir collectivement à la mise au jour de Lucie? Là, on est en 1968. Qu'est-ce qui va se passer au cours de toutes ces années qui va faire qu'un jour on tombe sur Alors, mon livre n'est pas tant la découverte ni l'expédition de Lucie, qui a été racontée dans d'autres ouvrages. Mon livre était de montrer que c'est un aboutissement. Et collectif. Que c'est un aboutissement d'un travail d'équipe, de travail de plusieurs équipes, et qui se sont déroulés sur plusieurs années, presque une dizaine d'années, précédant la découverte de Lucie. Des Africains. Alors, au début, oui, avec des expéditions françaises et américaines indépendantes, séparées, et ensuite, pour l'expédition de la phare, nous avons travaillé en collaboration français et américaine dans le même campement. Et racontez-nous alors ce jour de novembre, hein, c'est ça, c'était un 24 novembre, c'est quasiment il y a... Je raconte mon
personnellement, parce qu'il se trouve que j'étais là ce jour-là, mais que ce jour-là, j'étais censée aller chercher un collègue qui était arrivé, parce que moi, qui est arrivé par la route et moi j'arrivais par avion. Donc bon, je raconte une petite histoire avec les affaires qui étaient très étonnés de me voir conduire une Land Rover. Voilà. Pourquoi la baptiser? Ça a fait débat il y a quelque temps. Alors, il y a à peu près un an, on a entendu dire que Lucie serait tombée d'un arbre. Certains autres scientifiques ont dit que ce n'est pas vrai en étudiant les ossements. Mais sur le prénom qui lui est tout de suite donné, alors que c'est très difficile en fait de donner le genre à partir de fossiles, pourquoi Lucie? Pourquoi un prénom féminin? Alors, le prénom féminin, à cause des caractéristiques du bassin, c'est ce que le spécialiste anthropologue a tout de suite mis en avant. La petite taille aussi, oui. Non, pas la petite taille, c'est la caractéristique du bassin. Pour l'accouchement. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Alors, écoutez, c'est un trait de génie. Bon, on raconte, et c'est vrai que sur le terrain, on écoutait les Beatles, voilà. Donc, c'est la pleine époque de 1966. C'est un trait de génie parce que dans le monde anglo-saxon, on donnait les Anglais avaient l'habitude de donner des noms à leurs fossiles. Et puis, sur le moment, le fossile, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, l'australopithèque, de quel type. Donc, il faut faire des études. Il faut que les spécialistes, c'est pas mon travail. Voilà, donc c'est une façon de caractériser la trouvaille, mais je crois que ça a été aussi un trait de génie parce que ça a permis de la rendre très populaire. Très populaire. La figure maternelle aussi, sans doute. Quel est, si vous deviez nous dire un souvenir qui vous a marqué au cours de ces années scientifiques, quel est ce souvenir? Est-ce que c'est votre rapport justement aux populations locales? Est-ce que c'est justement la collaboration avec d'autres confrères et consoeurs scientifiques? Oui, c'est plutôt le découverte de l'Afrique. Moi, je suis quelqu'un qui n'ai pas eu de vocation au départ. J'avais pas l'idée que j'allais travailler au CNRS. J'ai suivi les écoles de la République, comme on dit. L'école publique? L'école publique, l'école normale pour être institutrice, l'école normale supérieure, etc. Je suis rentrée au CNRS et lorsque un de mes collègues, celui avec lequel j'ai fait la première expédition en Éthiopie, m'a proposé d'aller dans cette expédition à Melka Kontoré, c'est une découverte de l'Afrique, c'est la découverte de ce pays qui est absolument attachant, l'Éthiopie. Et ensuite, c'est le travail collectif, en équipe, qui a été fait dans les expéditions dans la vallée de l'Omo, où nous étions plusieurs spécialistes, des jeunes thésards très enthousiastes, travailleurs et animés du même désir de trouver des choses pour nos origines. Et puis alors ensuite, effectivement, un petit groupe essaime pour créer la mission de la phare et ceux-là ont de la chance immédiatement. Pourquoi est-ce important, selon vous, Raymond de Bonnefille, justement, de connaître nos origines, de savoir comment vivait Lucie, ses congénères, comment vivait Néandertal, comment vivait Homo sapiens aussi? C'est un questionnement qui quand même, disons... Je vous pose la question notamment à l'heure du réchauffement climatique et du changement, parce qu'on parle déjà de 6e extinction. Mais alors, attendez, ce changement, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le climat change au cours des temps géologiques, a changé tout le temps. Bon, celui qui nous est le plus proche, disons le Néandertal, il vivait pendant une période glaciaire, c'est-à-dire une période où la glace recouvrait une partie de l'Europe du Nord. Alors, l'origine les australopithèques vivent dans les pays tropicaux. La question était de savoir qu'est-ce qui a déterminé le fait qu'on se tienne debout. Que dans nos origines, on se tienne debout. Est-ce que c'est le fait d'avoir quitté l'habitat arboricole? Donc, est-ce qu'il y a un moment donné où il n'y a plus eu de forêt, où il n'y a eu que des savanes? En fait, j'ai prouvé, après, dans plusieurs études, que tous les australopithèques que l'on connaît depuis 4 millions d'années ont tous vécu dans un milieu de savane plus ou moins boisé, avec des arbres au bord de la rivière. D'où l'acquisition de cette posture debout. Merci beaucoup Raymond de Bonnefille. Sur les pas de Lucie, expédition en Éthiopie, un livre passionnant, préface de Yves Copin, c'est aux éditions Odile Jacob. Oui, merci. Il y a surtout beaucoup d'anecdotes et puis un peu de faire revivre certains de mes compatriotes qui ont été des personnages absolument remarquables. Formidables et qui ont compté pour vous. Voilà, merci beaucoup. Avec qui j'ai eu la chance de travailler. Merci beaucoup Raymond de Bonnefille, merci.